Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI. Ils ont osé miner l'un des symboles du pouvoir de Vladimir Poutine. Les Ukrainiens ont saboté le pont de Crimée. Regardez cette déflagration qui s'est produite ce matin. Des charges explosives ont été transportées sous l'eau. 1100 kilos d'explosifs en toute discrétion par des plongeurs d'élite pour provoquer cette explosion. L'opération a duré plusieurs mois. Un sabotage sans précédent qui s'inscrit dans cette série d'attaques de grande ampleur menées depuis 72 heures par les services de renseignement ukrainiens sans le concours des alliés américains. Des brigades qui ont conçu ces mini-drones d'attaque, ces drones tueurs, ces drones kamikazes qui ont suffi à détruire des bombardiers stratégiques dimanche ou encore à faire dérailler des trains en Russie samedi dernier. Jusqu'où ira Kiev? Zelensky assume cette stratégie risquée pour faire plier le président russe. Le numéro 2 des services secrets de Kiev l'assume. Poutine est notre première cible. Il faut l'éliminer car tant qu'il sera là, la guerre ne pourra s'arrêter. Pont de Crimée attaqué, l'affront de trop à Poutine, c'est la question du grand dossier. Partons tout de suite à Kiev, retrouver notre correspondante Clara Marchaud. Bonsoir Clara. Ce nouveau coup d'éclat militaire est revendiqué avec fierté par le SBU. Oui, alors pour le moment, nous avons que très peu d'informations sur cette attaque des Ukrainiens sur le pont de Kerch. Il avait déjà été attaqué d'ailleurs en juillet 2022 et en automne 2023. Et à l'époque, les officiels ukrainiens avaient déjà dit que jamais 203 et avaient menacé de l'attaquer à nouveau. Ce pont est un peu la fierté de Poutine. Il avait d'ailleurs été construit et fini en 2018 après l'annexion de la Crimée. Aujourd'hui, en tout cas, ici à Kiev, les gens se réjouissent de cette attaque sur ce pont symbolique. On a encore peu d'informations, c'est juste que des locaux ont entendu des explosions ce matin assez tôt, vers 5h, 6h, et puis le trafic sur le pont a été fermé ensuite. Donc pour le moment, on attend un peu plus d'informations de la part des autorités ukrainiennes. Merci Clara, depuis Kiev en Ukraine ce soir. Allons plus loin dans le grand dossier. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir, j'en perds mon latin, le général Dominique Trinquant. Bonsoir. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, vous publiez D'un monde à l'autre, comprendre les nouveaux enjeux géopolitiques aux éditions Robert Laffont. Accueillons également Elisabeth Shepard-Selam. Bonsoir. Maître de conférence, directrice du programme politique et relations internationales à l'université de Tours, spécialiste des questions de défense et de sécurité. Grégory Phillips, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef international à LCI. Et Vincent Crouzet, bonsoir. Expert en renseignement, écrivain. Et votre dernier ouvrage s'appelle Comment vivre dans un monde en guerre, collection Halt. Une toute première question, avant de voir avec le général Trinquant, carte et image à l'appui, comment s'est déroulée cette attaque en Crimée. L'Ukraine est désormais sans limite face à Poutine. Grégory ? En tout cas, on est sur quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Quelques heures seulement après l'attaque que vous mentionniez en début d'émission sur l'aviation russe avec cette opération de type Pearl Harbor. Là, quand je dis spectaculaire, je le dis pour plusieurs raisons et j'imagine que Vincent et le général détailleront tout ça, mais spectaculaire par le symbole. Ce pont de Crimée si cher à Vladimir Poutine est quasiment le symbole de l'annexion de la Crimée, donc il y a le symbole très fort. Et puis, il y a le côté opérationnel, des mois de préparation, sans doute du renseignement extrêmement précis pour arriver à faire ça, des hommes qui s'infiltrent par voie sous-marine, mais ça, j'imagine que nos spécialistes sauront mieux détailler ça que moi. L'opération est une réussite totale, on a les images, c'est spectaculaire également en termes de communication, de communication de guerre, puisqu'on est au lendemain du deuxième round de négociations en Turquie. Regardez ce que disent les services secrets ukrainiens. L'opération a duré plusieurs mois. Les agents du SBU ont miné les piliers
de cette installation, jugée illégale évidemment par les Ukrainiens. Et aujourd'hui, sans aucune victime civile, le premier engin explosif a été activé à 4h44 du matin. Les supports sous-marins des pylônes ont été gravement endommagés au niveau inférieur. 1100 kg d'explosifs équivalent TNT y ont contribué. Désormais, le pont est dans un état critique. C'est vrai que général qu'on n'a pas vu pour l'instant d'image d'ensemble du pont, ça veut dire que la situation est grave. Oui, ça veut dire que la situation est grave. Moi, faut lire tous les mots. La première charge a sauté. Et avant, il y avait marqué « des explosifs ont été déposés ». Donc, il n'est pas impossible que, vrai ou pas, on sème le doute en disant « il y a une charge ». Peut-être que dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, c'est la nuit prochaine, il y aura une autre charge. Et donc, en dehors de l'impact sur la structure elle-même, qui est difficile de voir, mais il y a probablement des doutes en plus, globalement, et inutilité de ce pont. Il faudrait rappeler quand même que c'est non seulement symbolique et important parce que c'est le pont de M. Poutine, c'est le rattachement direct de la Crimée à la Russie, mais c'est aussi un axe logistique extrêmement important. Parce que pour alimenter la région de Kherson et Zaporijjia, les régions sud où les combattants russes essayent de prendre le terrain qu'ils n'ont toujours pas pris, ils sont alimentés par cet axe-là et un autre axe qui vient le long. Qui vient de Mariupol, en gros, et qui vient tout le long, mais qui est plus vulnérable aux frappes directes. Alors que là, la frappe directe, c'est un missile de longue portée qui pourrait l'atteindre. Vous savez que c'est la 3e attaque, il y a eu d'autres attaques qui ont eu lieu, et en particulier par des missiles de longue portée. Donc, c'est extrêmement important. Et moi, je reviens sur ce que vous disiez. Le bloc, c'est-à-dire le Pearl Harbor, les drones, plus ça, en fait, M. Zelensky sait très bien que la Russie ne veut pas négocier. On a vu les conditions qui ont été posées par les Russes, totalement inacceptables. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Il faut aller au cœur du sujet. Et le cœur du sujet, c'est la profondeur russe, c'est ce pont, c'est casser, parce que sur le front, évidemment, les Ukrainiens, en termes d'hommes, ont beaucoup de difficultés, alors que là, ils peuvent taper dans la profondeur. Et puis, j'entendais ce que les Ukrainiens disaient. L'homme à abattre, c'est M. Poutine. Ça fait un petit moment que je le dis. Oui, c'est lui qui est la clé de voûte de ce système-là. Et lui ne reculera pas. Donc, tant que lui ne sera pas fragilisé, d'une façon ou d'une autre, on n'y arrivera pas. Bien sûr, mais c'est une opération risquée, parce que les conséquences peuvent être terribles. Pour l'instant, on n'a pas de réaction officielle du Kremlin depuis le début des opérations secrètes menées depuis samedi contre la Russie. C'est quand même inquiétant, Elisabeth Shepard-Selam. Alors, on imagine bien qu'ils vont répondre. Moi, ce qui m'étonne, c'est pas simplement la manque de réponse russe, mais aussi américaine d'une certaine façon, parce que je pense qu'eux aussi, ils sont un peu sonnés, parce qu'ils n'ont pas été informés, et les Ukrainiens ont raison, mais ça, c'est notre sujet. Très clairement, on sait qu'il va avoir une réponse. Il est humilié, enfin, les renseignements russes sont un peu humiliés. J'imagine qu'il y en a qui vont sauter à un moment. On a vu les lignes de camions en train de... Enfin, cette paranoïa qui s'installe avec les camions en train de se faire fouiller. On peut imaginer donc que cette paranoïa ici va fonctionner de la même façon, comme disait le général. On imagine qu'il y a d'autres... qui peut imaginer des scénarios qui vont encore plus loin. Donc je pense qu'ils attendent d'une certaine façon aussi pour savoir comment répondre. Maintenant, la question, et j'entends ça partout, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au nucléaire ou quelque chose comme ça? Ils nous ont prouvé que beaucoup de leurs lignes rouges ont été franchies jusqu'à maintenant. Je ne pense pas qu'ils ont énormément d'hommes et de matériel, en plus de ce qu'ils déploient déjà pour les autres lignes de front. Maintenant, j'imagine que les Ukrainiens aussi se préparent à quelque chose et on le verra dans les jours à venir. Vincent Crouzet. Non, je voulais parler de la technique utilisée dans cette opération. Allez-y. Par une coïncidence absolument exceptionnelle, pour le 5e tome de ma série, de ma collection sur le service action, je préparais l'opération de destruction du pont de Kerch. Ah, c'est vous qui avez tout planifié. Ah, c'est des révélations ce soir dans le grand dossier. Ouais, le cerveau français de l'opération contre le pont de Poutine. Non, bravo Vincent. Mais là, la réalité dépasse la fiction. Et dans mon roman, j'utilisais un drone naval sous-marin qui s'appelle le Marichka,
qui est développé depuis 2 ans maintenant par les Ukrainiens. Ce sont des chercheurs qui sont financés par des citoyens ukrainiens directement, qui développent ce petit drone naval qui coûte à peu près 400 000, l'équivalent de... On le voit à l'image, hein. L'équivalent de 400 000 €, ça doit être ça, oui, il fait 6 mètres de long à peu près. Et on voit son nez conique dans lequel on peut transporter donc près d'une demi-tonne, 500 kilos d'explosifs. Donc ce serait deux drones Marichka qui auraient été utilisés. Oui, puisqu'on parle d'une tonne là pour d'une tonne pour celui-là, pour ce modèle. Donc non, pardon, pour le pilier. Oui, pour le pilier. Donc ce seraient 2 drones qui auraient été utilisés, qui ont un rayon d'action à peu près de 1000 km, qui peut être largué au milieu de la mer Noire et qui peut toucher toutes les installations portuaires fixes russes, et dont le pont de Kerch. Alors il est très adapté à frapper des cibles fixes, parce que il a un navigateur qui est programmé sur une cible prédéfinie. Il est indétectable. Il est absolument indétectable par des sonars radars sous-marins russes. Il est certainement plus adapté à ce type d'opération que des nageurs de combat du 73e centre d'opération maritime, qui sont soit sous commandement SBU, soit sous commandement du GUR, le renseignement militaire ukrainien, qui œuvre depuis maintenant 2-3 ans avec énormément de succès sur les rivages de la mer Noire, mais qui sont aussi des opérateurs de ce type de matériel, qui peut être largué au milieu de la mer Noire et toucher le pont de Kerch. On va poursuivre, Vincent. Et puis, juste pour terminer, ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de tromper tous les systèmes de dispositifs de défense du pont de Kerch, et donc d'éviter les mines de défense du pont, etc. Ainsi que les barrières de défense anti-drone, anti-AUV. Parfaite manière, Vincent, de lancer notre explication avec le général Trinquant devant le grand écran. Il faut vraiment revenir sur ces images qui sont impressionnantes. Le pont de Crimée, on le rappelle, c'est une cible stratégique pour les Ukrainiens, car les Russes l'utilisent comme une artère logistique pour ravitailler leurs troupes. L'opération, elle est risquée, elle est complexe, on l'a dit, général, elle a duré plusieurs mois, pour que des unités de plongeurs d'élite placent 1100 kilos d'explosifs sur les supports du pont. On va le revoir sur une carte juste après, sans se faire repérer. Oui, alors on voit d'ailleurs les barrières qui sont derrière. Depuis les premières attaques du pont, il faut se souvenir qu'il avait déjà été attaqué, mais par le haut, une frappe sur le haut. Il y avait eu même l'incident d'un train qui transportait du carburant qui avait brûlé sur ce pont. Donc depuis le début, les Russes ont renforcé leur dispositif de défense. Donc ils ont mis plein de systèmes. Et là, les Ukrainiens, il a fallu qu'ils fassent de la reconnaissance pour repérer où sont les différents système, et puis ensuite, soit en utilisant le robot, soit avec des nageurs qui vont déposer des charges. Et je le répète, dans la phrase du porte-parole des services, qui m'a frappé, c'est qu'il parlait de la première charge qui avait sauté. Ça prouve qu'il y en a peut-être d'autres, et ça va semer la perturbation probablement. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important, je le répète, sur le plan symbolique, mais aussi sur le plan militaire et stratégique. Parce que lorsqu'il y aura cette voie coupée, qui ne pourra pas être utilisé, ça va ralentir. Il faut se souvenir qu'il y a 2 jours, il y a un pont qui a sauté dans la région de Zaporijjia, et un autre, je ne sais plus très bien où, dans la région de Kursk, je crois. Oui. Et ces ponts ferroviaires, pourquoi ? Parce que la logistique russe repose essentiellement sur les chemins de fer. Alors, donc, si on coupe le pont et les routes à un autre endroit, ils n'auront plus de carburant, plus de munitions. Au bout d'un moment, ça s'essouffle et ça pose des problèmes, bien sûr, aux unités russes qui cherchent à avancer. Alors, on peut regarder à nouveau ces 2 structures cylindriques qui sont près des piliers. Là, on le voit, on les retrouve là. Oui. 2 structures cylindriques près des piliers. Et c'est à ce niveau-là qu'a eu lieu l'explosion pour pouvoir toucher l'un des piliers du pont. Oui, alors on voit d'ailleurs que vous voyez que des 2 côtés, il y a la voie routière et la voie ferrée.
Et c'est celle-là qui est intéressante. En fait, c'est la voie ferrée qu'il faut casser. Donc, maintenant, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis que cavalier. Donc, je ne suis pas ingénieur et je ne suis pas capable de vous faire les calculs de structure. Mais ceux qui ont étudié ça, évidemment, comme vous, ont étudié quelle structure, quel tonnage il fallait mettre, où il fallait mettre, etc. Et vous avez bien vu que l'explosion, elle est juste en dessous de ce que j'aurais appelé la ligne de flottaison si c'était un bateau. Oui. Mais bon, c'est pas un bateau, c'est juste en dessous. Et donc, ça va être très compliqué pour les Russes d'aller inspecter, de calculer, de savoir si ça va tenir ou pas. Parce qu'on peut toujours être un peu kamikaze et envoyer un train pour voir si ça tient. Enfin, ça me paraît un peu difficile. Ça accélérerait le processus de destruction du pont. Donc, c'est un travail qui est comme le travail des petits drones, là, des longs mois. Et on a vu d'ailleurs le président Zelensky féliciter le chef du renseignement parce que c'est du travail. Vous savez, moi j'apparente ça à ce que les Israéliens ont fait contre le Hezbollah avec les beepers. Vous savez que c'est un travail d'années, pas de mois, d'années, pour arriver à infiltrer, à se renseigner et à déclencher au bon moment. Et bien là, c'est pareil. Et pourquoi c'est déclenché à ce moment-là ? Parce que les Russes refusent de négocier. Et les négociations qu'il y a eu, qui n'en étaient pas à Istanbul, ça s'est terminé par libération de prisonniers, comme la première fois. C'est pour donner l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Mais en fait, il ne s'est rien passé. J'aimerais qu'on revoie ensemble une dernière carte avec vous, Général Trinquant, une carte qui montre Odessa, parce que c'est peut-être de cette ville stratégique que sont partis les plongeurs d'élite pour atteindre le pont de Crimée. À vol d'oiseau, on parle de plusieurs centaines de kilomètres, 400-500. Est-ce que ça vous paraît réaliste ? Et de toute façon, passer par la mer Noire, c'est un peu le passage obligé. Oui, de toute façon, c'est le passage obligé. Ils ne peuvent pas venir de la mer d'Azov, qui est devenue un lac russe. Mais Odessa, c'est d'abord un centre important pour les commandos ukrainiens qui sont installés dans cette région-là, qui sont formés dans cette région-là. Alors que ce soit d'Odessa ou d'un des petits ports qu'il y a ici, parce qu'il y a plusieurs petits ports, c'est très possible. Et compte tenu des éléments qui ont été donnés, vous savez, soit c'est un robot donc, qui fait des grandes distances, comme ça a été indiqué, soit ce sont des nageurs de combat qui sont amenés quelque part en mer Noire et qui, à partir de cet endroit-là, font leur plongée. Ils ont enfin, on a tous vu ça dans les films, des petits moteurs qui les emmènent. Ils ne palment pas tout du long. Ils ont quand même des petits moteurs qui les emmènent, surtout s'ils ont des charges à poser, bien sûr. Merci beaucoup, Général. On poursuit ce débat avec vous, Vincent Crouzet. Est-ce que cette opération, elle peut se faire sans complicité ? Parce que je suis un peu étonnée de se dire que pendant des mois, il y a peut-être eu des repérages, des passages, sans qu'aucun ingénieur russe, aucun militaire, aucun agent de surveillance n'identifie ces Ukrainiens. Vous savez, les services de renseignement ukrainiens utilisent beaucoup des citoyens criméens depuis 3 ans. Donc ils ont un maillage de services de renseignement sur la zone qui est très très important. Mais ils ont dû effectuer d'abord, comme le disait Dominique Trinquant, des reconnaissances sous-marines avec des robots, des petits drones sous-marins qui leur ont permis d'identifier les zones où placer très précisément les charges d'explosifs, notamment. Donc ça a été surtout, je pense, un travail de reconnaissance sous-marine. Et pour revenir sur le cas des nageurs de combat, je pense qu'il y a une petite opération d'intoxication ou d'enfumage de la part des Ukrainiens, puisque dans la communication, des agents SBU ont été projetés sur place, dans la mesure où même avec des propulseurs, donc ces engins qui permettent pour des nageurs de combat d'effectuer des distances de 30 à 40 km à partir de leur lieu de largage sur leur cible définitive, c'est tout de même énormément les exposer, et eux sont beaucoup plus détectables que du matériel robotique sous-marin adapté. En plus, vous savez, on a parlé, alors je ne sais pas si c'est du fantasme ou pas, de ces fameux dauphins tueurs de nageurs de combat qui seraient déployés sur zone. Mais alors on ne sait pas du tout si c'est de la propagande russe ou pas. Alors ce qui est surprenant, c'est que les Russes savent que le pont de Crimée est une cible privilégiée pour les Ukrainiens. Regardez ce que dit le directeur du SBU. Il dit « Dieu aime la Trinité. Nous avons frappé le pont de Crimée à 2 reprises, en 2022 et en 2023. Aujourd'hui, nous perpétuons cette tradition sous l'eau. Aucune
installation russe illégale n'a sa place sur le territoire de notre État. Le pont de Crimée constitue une cible tout à fait légitime, d'autant plus que l'ennemi l'a utilisé comme artère logistique pour ravitailler ses troupes, c'est ce que nous disions avec le général. La Crimée fait partie de l'Ukraine et toute manifestation d'occupation entraînera notre ferme riposte. Général, ils savent que les Ukrainiens vont frapper le pont de Crimée, ils l'ont déjà fait 2 fois, et pourtant ça reste un point de faiblesse ? Ça reste un point de faiblesse parce que pour alimenter la Crimée, il n'y a pas 36 moyens de la Crimée. Il y avait le pont, bien sûr. Il y avait des ferries aussi. Mais je rappelle qu'il y a des ferries qui ont été attaquées aussi, qui ont été détruites, cette fois-ci par des missiles. Moi, le sentiment que ça me donne aujourd'hui, si vous voulez, avec ces attaques en 48 heures, là, c'est qu'on est arrivé à un point de non-retour. Les Russes... À ce point ? Ah oui, les Russes, j'entendais tout à l'heure dans une conférence un terme qui m'a beaucoup plu, les Russes se sont de nouveau soviétisés. Ils sont devenus béton. Du béton. On n'arrive plus à les raisonner, même M. Trump, plus personne n'arrive à les raisonner. Et donc, il faut arriver à détruire ce béton. Et pour détruire ce béton, on attaque là où ils sont faibles. Ils sont faibles sur un point comme celui-là. Ils sont faibles lorsqu'ils ont des avions stratégiques qui ne sont plus fabriqués depuis 20 ans et qui, s'ils sont cassés, ne seront pas réparables. Voilà. Donc on les frappe là, parce que sur le front, évidemment, les Ukrainiens ont plus de mal à tenir face aux troupes russes. La frappe sur le pont de Crimée s'inscrit dans cette série d'opérations d'envergure, d'opérations surprises menées par les Ukrainiens et qui fragilisent le Kremlin. Nous verrons dans un instant qui est le cerveau de ces opérations secrètes. Un cerveau prêt à aller encore plus loin parce qu'il veut éliminer Poutine lui-même. Seule manière d'arrêter la guerre selon lui. À tout de suite. Vous êtes devant le grand dossier intitulé ce soir « Pont de Crimée attaqué, l'affront de trop fait à Poutine ». La frappe sur ce qu'on appelle le pont de Poutine s'inscrit dans cette série d'opérations secrètes menées par les Ukrainiens et qui fragilisent le Kremlin. Nous vous parlerons aussi du cerveau de ces opérations, prêt à aller encore plus loin parce qu'il veut éliminer Poutine lui-même pour être sûr de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Mais d'abord, les principaux titres de l'actualité. À la une, les peines ne sont plus à la hauteur de la violence que connaît notre pays. Voilà ce que déclare Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, aujourd'hui, en réaction aux premières comparutions des auteurs de violences samedi soir. La plupart ont été condamnés à des peines de prison avec sursis et sont ressortis libres. Le garde des Sceaux sera l'invité ce soir du 20h de TF1. François Bayrou, qui a été interpellé aujourd'hui sur cette question lors des questions à l'Assemblée nationale, s'est dit favorable à l'inscription dans la loi de peine minimale. 2 ans après la mort à Nanterre du jeune Naël, point de départ d'une semaine d'émeutes à travers la France. Sur décision de 2 juges d'instruction, le policier auteur du tir qui a tué l'adolescent le 27 juin 2023 sera jugé aux assises pour meurtre. L'avocat du policier a annoncé qu'il ferait appel de cette décision. C'est une affaire qui a bouleversé le monde entier. 18 ans après la disparition de la petite Maddie McCann, des enquêteurs portugais et allemands ont repris leurs investigations aujourd'hui près du lieu de sa disparition en 2007 dans le sud du Portugal. Les recherches se déroulent près de la station balnéaire de Praia da Luz et elles doivent durer jusqu'à vendredi. Météo, 14 départements en vigilance orange dans le centre et le sud-ouest du pays où l'on attend de fortes pluies, à des orages qui pourraient s'accompagner de chutes de grêle et de rafales de vent dans la soirée. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 17h20 sur LCI. Vous êtes bien devant le grand dossier consacré à cette question ce soir. Pont de Crimée
attaquer l'affront de trop à Poutine avec le général Dominique Trinquant, avec Vincent Crouzet, expert en renseignement, Elisabeth Shepard-Sellarm, spécialiste des questions de défense et de sécurité, Grégory Phillips, notre spécialiste des questions étrangères sur LCI. On le disait, le pont de Crimée, c'est l'un des symboles du pouvoir de Poutine dans les territoires annexés en Ukraine. Souvenez-vous de son inauguration en 2018, avant que le pont ne soit ouvert à la circulation routière. Et écoutons ensemble ce que disait à l'époque le président russe. À plusieurs moments de l'histoire, même sous le tsar, les gens rêvaient que ce pont soit construit. Ils ont essayé à nouveau dans les années 1930, 1940, 1950, et enfin, grâce à votre travail et votre talent, ce projet, ce miracle a eu lieu. Grégory Phillips, comme le disait le général, on est à la fois dans une attaque stratégique, mais aussi symbolique, qui est une humiliation pour le président russe. Les Ukrainiens savent qu'ils vont très loin, et cette attaque, elle pourrait peut-être changer le cours de la guerre en Ukraine. Oui, c'est très intéressant l'archive que vous venez de rediffuser parce que on voit bien le caractère impérialiste de Poutine qui, en construisant ce pont, se place dans l'héritage des tsars et en annexant ce territoire de la Crimée. Ce pont, c'est une cible à très forte valeur ajoutée. Comme l'étaient les avions qui ont été détruits le week-end dernier à l'intérieur de la Russie. Et c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, à décrypter dans la stratégie mise au point par les Ukrainiens, par Zelensky et son état-major, c'est d'aller frapper des cibles symboliques, spectaculaires et à très forte valeur ajoutée. Le pont en est une, et quand Zelensky fait ça, il le fait évidemment à dessein. Il le fait au lendemain de négociations à Istanbul qui ont fait pchit. Enfin, la rencontre a duré 1 heure ou à peine 1 heure. Il appuie sur le bouton, alors que cette opération est visiblement préparée depuis plusieurs mois. Il appuie sur le bouton au lendemain de ces négociations. Donc le message est extrêmement clair. Vous ne voulez pas négocier ? On va vous frapper. On va vous frapper à l'intérieur de la Russie, très loin de la frontière ukrainienne. On va vous frapper sur des cibles extrêmement importantes pour vous, le pont de Kerch, et on pourra continuer à frapper encore une fois ces cibles à forte valeur ajoutée. Le message politique, militaire et symbolique envoyé à Poutine est on ne peut plus clair. Général Trinquant, depuis 72 heures, c'est une série d'opérations secrètes préparées depuis des mois qui sont menées par les Ukrainiens. On a vu aujourd'hui l'attaque sur le pont de Crimée. Dimanche, c'était l'opération Toile d'araignée qui a détruit des bombardiers stratégiques sur l'une de ces bases aériennes que vous voyez ici à l'image dans le nord de la Russie. Samedi dernier, Kiev faisait dérailler des trains, des ponts se sont effondrés à cause des explosions. Les Ukrainiens ont réussi à exporter la guerre sur tout le territoire russe. Oui, tout à fait. Alors, il y avait déjà eu des attaques sur le territoire russe. Souvenez-vous même de ce petit drone qui était au-dessus du Kremlin, qui était probablement manipulé à partir de quelqu'un qui était en Russie. Et des assassinats. Il y a eu plusieurs assassinats qui ont eu lieu en Russie également. Mais là, cette massification en 3 jours sur des endroits différents, avec des moyens différents, et qui touche à vraiment la stratégie russe, c'est-à-dire la logistique, on le voit avec les ponts ferroviaires, avec le pont de Kerch, pont ferroviaire également, avec les frappes dans la profondeur pour détruire les avions qui envoient des missiles. Parce qu'il faut se rappeler que les Ukrainiens sont frappés par une myriade de drones, mais qui sont là pour brouiller parce qu'ils ont une charge relativement faible, et ce sont les missiles en fait qui frappent. Les missiles qui ont des charges de 250 à 400 kilos. Or ces missiles, ils sont envoyés soit par des bateaux, soit par des avions, soit à partir de la terre, et casser les usines ou les lanceurs, ça vaut mieux que d'intercepter les missiles, vous voyez ? C'est quand même plus efficace comme système. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est arrivé à un point de non-retour. On a laissé le temps aux Russes de préparer leur mémorandum, etc. Oui. Le mémorandum, on le voit, il est totalement inacceptable. Donc vous voulez la guerre, vous allez avoir la guerre. Depuis 3 ans, vous faites la guerre chez nous. Maintenant, on fait la guerre chez vous. Et ça ira jusqu'au bout. Permettez-moi d'accueillir Gaëtan Poïs. Bonsoir, journaliste défense pour Air et Cosmos. Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans le Grand Dossier. Votre analyse nous sera
précieuses pour comprendre ce qui se passe dans le ciel, parce que l'Ukraine est en train de réécrire les règles de la guerre, et on va revenir vers vous dans un instant. Mais écoutons d'abord Volodymyr Zelensky qui se félicite de ces opérations dont l'une a été menée tout près d'un quartier général du FSB. Je peux affirmer avec certitude qu'il s'agit d'une opération absolument unique. Le plus intéressant, c'est que le bureau de notre opération sur le territoire russe était situé juste à côté du quartier général du FSB dans l'une de ces régions. Au total, 117 drones ont été utilisés dans le cadre de l'opération, avec un nombre correspondant d'opérateurs de drones. Est-ce que lui aussi, finalement, utilise la stratégie de la peur en montrant aux Russes qu'il est capable de les frapper tout près de leur quartier général pour que la peur change de camp? Et Vincent, je voudrais qu'on revoie ensemble ces images d'embouteillage à travers la Russie, car maintenant, tous les camions sont systématiquement contrôlés pour éviter que de nouvelles armes ne soient stockées et transportées en secret. Oui, au-delà de l'anéantissement des 34% des capacités de la flotte aérienne nucléaire russe, il y a aussi ça. Il y a ce coup aussi de déstabilisation du régime, de déstabilisation et de désorganisation des services de sécurité russes, puisque ces conteneurs, l'acheminement de ces conteneurs qui s'est fait par port ou par pays périphérique a été mené de main de maître. Et maintenant, du coup, les services de sécurité russes, sachant que Zelensky a dit qu'il allait réitérer ce type d'attaque dans les prochains jours, certainement, eh bien, ils sont obligés de prendre des précautions, des principes de précaution, et donc d'imposer des contrôles routiers un peu partout dans le pays. Donc, à participer peut-être aussi à une opération de paranoïa interne en Russie, et de montrer aux Russes, eh bien, aussi qu'ils sont concernés par le conflit. Elisabeth. Alors, moi, je pense que c'est ce côté... instaurer cette paranoïa à la fois dans l'opinion publique, mais aussi dans les services de renseignement qui... Bon, et je rejoins quand le général disait tout à l'heure, ça lui fait penser à cette opération du Mossad contre le Hezbollah, moi aussi, et on sait quelles ont été les conséquences. Ils cherchaient le traître, ils cherchaient en interne, ils ont fait toute une purge, et je m'imagine aussi en Russie, ils vont faire la même chose, à chercher où sont les points faibles, et ça va aussi leur coûter en ressources, alors qu'ils mènent une guerre en Ukraine. Ce qui est très intéressant dans le terme que vous utilisez, c'est point faible. C'est-à-dire qu'on est moins d'un mois après le défilé militaire sur la place rouge à Moscou, qui était une démonstration de force. Et qu'est-ce que démontrent les Ukrainiens aujourd'hui ? C'est la faiblesse de la Russie. Ils trouvent les points faibles et ils arrivent à frapper là. Ça va évidemment totalement à l'encontre du narratif de Vladimir Poutine. Au passage, le paradoxe, c'est que on parle toujours de la puissance russe à cause de la grandeur et ce territoire gigantesque, mais c'est son point faible aussi. Son point faible. Parce qu'un territoire pareil, c'est totalement impossible de le contrôler complètement. Donc les Ukrainiens font apparaître qu'à tout moment, ils peuvent frapper n'importe où en Russie. Et donc, la puissance russe se retrouve faible. Gaëtan Powys, ce qui change aussi le cours de cette guerre, ce sont ces mini-drones tueurs qui sont au cœur de ces opérations secrètes. Les drones kamikazes, dits FPV, on les voit à l'image. L'Ukraine, qui sait depuis le début qu'elle ne peut pas compter uniquement sur l'aide occidentale, a fait du drone son arme fatale ? Ah oui, clairement, l'Ukraine a révolutionné le drone sur le champ de bataille en haute intensité. Ça, c'est clair et net. On parle au départ, on parlait simplement de mini-drones qui aidaient les soldats sur le terrain à faire de l'observation, à aller un peu plus devant pour éviter d'être tués. Maintenant, les Ukrainiens, alors là, on parle de drones suicides qui sont équipés de caméras pour pouvoir voir la cible jusqu'au bout. On parle aussi de drones qui sont de plus en plus difficiles à brouiller puisqu'ils changent toutes les secondes, ils changent d'onde radio, et donc vous devez brouiller à chaque fois, toutes les secondes, une onde radio différente, ce qui est extrêmement compliqué à faire. Et puis il y a des drones, il y a des drones d'observation qui vont plus loin, il y a des drones qui vont relayer les différentes ondes. Donc vous pouvez brouiller, mais à partir du moment où vous avez un de ces drones qui va servir de hub de communication, eh bien ça va être problématique pour les brouiller. Il y a même des drones de dépannage,
Tout simplement, votre drone est intact, il est tombé, il a été brouillé. Eh bien, les Ukrainiens, aujourd'hui, sur le champ de bataille, envoient des drones avec des espèces de grands grappins, grands crochets, pour récupérer ces drones intacts. Donc vraiment, il y a une variété de drones FPV qui est énorme en Ukraine, même si, bien évidemment, là, le dimanche dernier, on a vu en première vue l'intérêt de ces drones à longue portée sur un territoire, comme l'a expliqué le général Trinquant, qui est extrêmement large, dans une attaque coordonnée sur des sites qui sont extrêmement stratégiques, puisqu'on parle de bombardiers stratégiques, des appareils extrêmement puissants et très, très, très utiles pour les Russes dans leur invasion de l'Ukraine. Gaëtan Powys, on voit à l'image ces drones qui sont quand même tout petits et qui peuvent justement transporter sur leur dos, si je puis dire, ces charges explosives. Moi, j'ai du mal à comprendre comment ces drones qui sont fabriqués avec des coûts qui sont minimes par rapport à ce que les Russes peuvent déployer sur le terrain, peuvent être capables de déclencher des déflagrations, comme on l'a vu sur les aérodromes, ou de pouvoir faire exploser une partie de la structure aussi massive et aussi grande que celle du pont de Crimée. Alors le pont de Crimée, on n'est pas du tout sur des drones FPV. Donc là, on est vraiment sur. D'ailleurs, ils le disent clairement. On est sur une charge d'une tonne 100. Donc c'est pas du tout un drone FPV. Le drone FPV, on compte la charge en kilos, en dizaines de kilos pour les plus gros, mais ça ne va pas du tout au-dessus. Là, on est vraiment sur des plongeurs, un drone sous-marin, un ou plusieurs drones sous-marins. Donc ça, on verra en fonction des infos, puisque c'est très chaud, ça vient d'arriver. En revanche, les drones FPV contre des avions, l'épaisseur d'un avion, c'est pas déjà primo, c'est pas du tout épais, la carcasse d'un appareil la carcasse, la structure d'un avion n'est pas du tout épaisse. Et puis deuxième chose, les Ukrainiens ont visé les réservoirs de carburant, les zones vraiment qui sont d'ailleurs les Russes ont tenté de protéger ces zones sensibles en mettant des pneus. Eh bien, le problème, c'est que les pneus primo n'ont servi à rien et deuxio, un incendie de pneus pour les pompiers qui nous regardent, eh bien, c'est extrêmement compliqué à éteindre, donc c'est pas du tout le bon plan. Mais donc vraiment, on est sur une attaque sur des cibles, sur des avions qui ont été ciblés avec précision. Ce n'est pas à n'importe quel endroit que les drones sont tombés sur les bombardiers stratégiques. Gaëtan Powys, que ce soit les drones sous-marins dont vous parliez pour atteindre le pont de Crimée ou ces drones kamikazes dits FPV pour atteindre les aérodromes dimanche, est-ce qu'ils peuvent être à quelle distance ils peuvent être pilotés ? Eh bien, c'est toujours compliqué à savoir, puisque l'une des questions qui n'a pas encore de réponse au niveau de l'attaque de dimanche, eh bien, donc l'attaque des drones sur les bombardiers stratégiques, on ne sait pas à quel point est-ce que les drones étaient télépilotés depuis la Russie, ou s'ils étaient télépilotés depuis l'Ukraine, ou si tout simplement les attaques étaient automatisées, à savoir que les drones devaient viser un point précis. Cette troisième possibilité semble de plus en plus devenir caduque, puisque au fur et à mesure des images qu'on a de l'attaque, on voit clairement que les avions sont visés avec précision. Donc très clairement, on est sur une attaque qui est dirigée directement, probablement depuis la Russie, donc probablement non loin du départ des drones. On est sur quelques dizaines, vingtaines de kilomètres. En revanche, les drones sous-marins, c'est comme les drones navals. On a des pilotes de drones de surface qui se trouvent en Ukraine et qui vont taper des navires russes de l'autre côté de la Crimée. Donc on est sur des centaines de kilomètres de distance. Donc là, ça va très loin. Le seul problème, c'est que là, on parle d'un drone sous-marin. Donc à voir comment se passe la communication, c'est totalement différent de guider un drone qui se trouve à la surface de l'eau comparé à un drone qui se trouve sous l'eau. Donc à voir aussi si le drone sous-marin était directement télépiloté, puisque là on parle d'un objectif qui est placé, qui ne bouge pas et dont les coordonnées sont connues. Maintenant, à voir en fonction du brouillage. Donc il y a de nombreuses questions à ce niveau-là, mais on est sur très clairement des attaques qui sont très précises dans les effets attendus.
Vincent Crouzet, je rebondis sur ce que dit Gaëtan Poïs. Et là, je reviens sur l'attaque massive contre les aérodromes. Il y a forcément des hommes au sol. Donc c'est terrible pour Poutine de se dire que Zelensky a réussi à obtenir la complicité de Russes, de citoyens russes. Pas nécessairement, ça peut être la projection d'agents actions ukrainiens, du GUR ou du SBU, qui sont projetés depuis quelques jours, depuis quelques heures, alors pas trop à l'avance. D'ailleurs, c'est du personnel qui est mobilisé très peu de temps à l'avance pour éviter les fuites dans ce type d'opération, qui généralement est découplé. Ce sont des gens qui sont découplés de leur unité avant projection pour rester au secret. Vous savez, il n'y a pas plus russe ou presque russe qu'un Ukrainien. Ils parlent parfaitement le russe sans accent. Ils sont capables de se fondre au sein de la société russe et au sein d'un milieu urbain ou pas d'ailleurs. Et oui, effectivement, il y a eu des opérateurs au sol, puisqu'on a vu du soutien opérationnel filmant notamment le décollage des drones depuis les containers. Donc c'est une opération qui a dû mobiliser par zone, par site, par cible, 30 à 40 agents à peu près, qui ont été exfiltrés très rapidement, même juste avant, pour la plupart, juste avant l'opération. Général Trinquant. Mais effectivement, il y a plusieurs effets d'une opération comme ça. Il y a l'effet kinétique, on met le feu et on détruit les engins. Ensuite, on fait comprendre qu'il y a des gens qui peuvent s'infiltrer en Russie et faire ces opérations-là, et donc ils peuvent être à tout moment quelque part, et on n'en sait rien. Et le troisième effet, c'est l'effet de pouvoir filmer ça pour faire de la communication sur ces opérations. Donc on voit bien que c'est une véritable opération de déstabilisation, comme le pont, qui joue sur quelque chose de stratégique qu'on doit casser, détruire, mais en plus semer le doute et perturber le système de défense russe. Et ce qui est très intéressant, pardonnez-moi Marie-Hélène, c'est que on comprend bien que ces opérations ont été organisées depuis des mois. Enfin, Zelensky dit pour les aérodromes 18 mois, l'opération du pont de Kerch aussi, sans doute a pris beaucoup de temps, mais on appuie sur le bouton quasiment simultanément. Donc la décision politique de mettre en action ce qui a été planifié 1 an et demi plus tôt est prise à ce moment-là. Ça veut dire que, est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient déclencher ces différentes opérations jour après jour? En tout cas, elles étaient dans les tuyaux depuis un bout de temps. Des sabotages qui n'auraient pas pu avoir lieu sans un homme, le numéro 2 des services secrets ukrainiens, Vassil Maliuk, qui est désormais adulé en Ukraine. On peut regarder ce montage. Là, c'était les plans donc de Vassil Maliuk pour l'opération menée contre les aérodromes en Russie. Et regardez, l'image, elle a été détournée. Avec cette photo, évidemment, ça a été fabriqué avec l'IA, qui montre cette fois le pont de Crimée pour montrer qu'évidemment ce cerveau des opérations a pensé à tout. Jade Partouche, bonsoir, vous nous avez rejoint. Qui est cet homme? Qui est le cerveau de ces opérations top secrètes? Vous l'avez montré, effectivement, c'est Vassil Maliuk qui est donc à la tête du SBU aujourd'hui. Il est effectivement l'architecte de cette opération toile d'araignée, comme on l'appelle, cette opération de grande ampleur menée dimanche contre la Russie par l'Ukraine. Son nom est même cité sans détour par Volodymyr Zelensky juste après l'opération dans un post Telegram. J'ai remercié le général Maliuk pour ce succès de l'Ukraine, un résultat, il le dit, absolument brillant. Il s'agit d'actions ukrainiennes qui entreront certainement dans les livres d'histoire. L'artisan de ce succès, c'est donc lui, 42 ans, chef du SBU depuis février 2023. Il a remplacé Ivan Baganov, qui est un ami d'enfance de Volodymyr Zelensky, mais qui a été écarté à l'été 2022 parce que dans son service, de nombreuses personnes étaient soupçonnées de travailler avec la Russie et des hauts gradés en plus. Par exemple, le chef du SBU pour les départements de Kharkiv et de Crimée ont été arrêtés. Et donc, en fait, quand Vassil Maliuk arrive, il fait très clairement le ménage, ce qui lui vaut d'ailleurs son surnom de chasseur de taupes, ça en dit long. Il mène des opérations de purge majeures dans le service et pour cause, c'est au sein du pôle anticorruption qu'il a débuté juste après ses études, jusqu'à même en prendre la tête en janvier 2020. Contrairement à son prédécesseur, Maliuk est un militaire de carrière et de formation puisqu'il est diplômé de l'Académie nationale des services de sécurité d'Ukraine. Et c'est une voie qu'il a toujours choisie. Il le dit lui-même dans une interview à des médias ukrainiens. Depuis l'enfance, je rêve de devenir agent de sécurité, agent de services spéciaux. Depuis la classe de 3e, je m'y suis préparé physiquement et mentalement. Il y a moins d'un mois, le 8 mai dernier, Volodymyr Zelensky l'a décoré du titre de héros de l'Ukraine pour, je cite, le courage personnel et l'héroïsme dans la défense de la souveraineté de l'État et l'intégrité territoriale. C'est une distinction, je regardais, assez prestigieuse que seuls les fidèles parmi les fidèles de Volodymyr Zelensky ont reçu, à savoir par exemple l'ex-commandant des forces armées Valéry Zaloujny et l'actuel chef Oleksandr Syrski.
Merci Jade pour les précisions sur ce profil. Vincent Crouzet, est-ce que c'est l'homme qui n'a pas tout changé, parce que l'opération, on l'a dit, était menée depuis des mois, mais qui a permis à l'Ukraine de franchir ce cap? Alors il y en a deux. Il y a Vassil Maliouk et puis il y a aussi Kirilo Boudanov, le chef du GOUR, les renseignements militaires. Il faut rappeler l'âge des protagonistes. 43 ans pour Vassil Maliouk, c'est très jeune, et plus jeune encore, 39 ans pour Boudanov. Ce sont des hommes courageux parce que ce sont les premiers à être ciblés par les Russes. Il ne faut pas oublier que l'épouse de Boudanov, Mariana Boudanova, a été victime d'un empoisonnement très grave il y a 1 an et demi. Ils sont directement ciblés, ils sont en danger de mort permanent, et l'un et l'autre. Surtout, je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, quand ils définissent des cibles, voilà, de très très haute valeur ajoutée. Et Vassil Maliouk, c'est un pur espion. Il a été diplômé en 2005 de l'Académie nationale des services de sécurité, comme le rappelait Jade. Ça fait 20 ans qu'il est au SBU. Donc c'est le super professionnel du renseignement ukrainien. Je précise que Sergueï Buntman nous a rejoint, journaliste russe, vice-rédacteur en chef de la radio L'Écho de Moscou. Merci d'être avec nous en direct dans le grand dossier. On va parler avec vous dans un instant des cibles, justement, des services secrets ukrainiens, car ils veulent aller encore plus loin. Ils veulent éliminer Vladimir Poutine lui-même pour mettre un terme à la guerre. Évidemment, un objectif qui ne serait pas sans conséquence. Est-ce que les Ukrainiens vont aller jusque-là? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec vous, Sergueï Buntman, dans le grand dossier. À tout de suite. Vous êtes au bon endroit devant le grand dossier intitulé ce soir « Pont de Crimée attaqué, l'affront de trop à Poutine ». Jusqu'où ira Kiev? Volodymyr Zelensky assume cette stratégie risquée pour faire plier le président russe. Le numéro 2 des services secrets l'assume. Poutine est la première cible de Kiev. Il faut l'éliminer car tant qu'il sera là, la guerre ne pourra s'arrêter. À tort ou à raison, écoutez ce qu'en dit Lindsey Graham, ce sénateur américain proche de Trump. Il était hier soir face à Darius Rojban. Il y a 3 ans, vous avez dit que vous espériez qu'il y aurait un Brutus russe qui pourrait éliminer César Poutine. Est-ce que vous espérez encore ça? Quand cette invasion a commencé, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que beaucoup de gens allaient mourir pour les désirs, les souhaits d'un seul homme. Je ne crois pas que le citoyen russe moyen souhaite détruire l'Ukraine. C'est la guerre d'un homme, d'un dictateur maniaque, d'un voyou, d'un voleur, qui veut sortir dans une espèce de gloire. Si vous voulez l'éliminer, j'ai toujours cru que le désir de guerre diminuerait et prendrait fin. Si Poutine partait demain, je pense que la guerre s'arrêterait. C'est incroyable ce que dit Lindsey Graham, qui est quand même un sénateur républicain proche de Trump. On va y revenir évidemment avec vous en plateau. Mais Sergueï Buntman, vous qui êtes journaliste russe en direct de Moscou, est-ce que vous confirmez, tant que Poutine sera là, la guerre ne pourra pas s'arrêter? Parce que c'est Poutine qui a commencé cette guerre. C'est Poutine qui a voulu créer une sorte de Pax Russica et de déterminer des zones d'influence, des nouvelles zones, ou bien restituer les anciennes qui étaient du temps de la guerre froide ou de l'Union soviétique et de l'Union soviétique. Oui, bien sûr, c'est la guerre de Poutine. Ça répondrait peut-être aux aspirations d'une certaine partie de la société russe, mais il y a toujours la responsabilité du pouvoir et aussi de l'homme qui détient tout le pouvoir en Russie moderne. C'est pourquoi c'est le personnage de Poutine est le personnage clé du commencement de la guerre et aussi, disons, de la fin de la guerre. Et je ne vois pas un désir de cesser le feu, même d'une trêve assez courte, sauf ces propositions assez ridicules de trêve de 2 ou 3 jours. Et
il est très difficile de voir quelque chose, une certaine volonté de terminer cette guerre ou de rester sur les positions qui existent maintenant. Il veut une victoire et les propositions russes, c'était des propositions de capitulation déposées à la délégation ukrainienne à Istanbul. Et voilà, je suis sûr que c'est un personnage, le personnage principal, et sans lui, ça aurait été autrement. Sergueï Boutman, vous restez avec nous. Je rebondis avec vous, Elisabeth, sur ce qu'a dit Lindsey Graham. Est-ce qu'il est en train de valider la stratégie de Zelensky ? Alors, il faut savoir que le sénateur Graham, qui a toujours été plutôt pro-ukrainien, oui. Donc, le fait que... Et c'est intéressant parce qu'il y a quand même une division parmi les MAGA, ceux républicains proches de Trump. Il faut savoir que Lindsey Graham est quand même un grand sénateur de Caroline du Sud. Pour le coup, c'est votre État. C'est mon État. Donc, c'est mon sénateur. Depuis longtemps, un grand républicain qui s'est rallié à Trump, mais qui a toujours tenu une ligne plutôt indépendant sur un certain nombre de sujets, surtout sur celui-là. Et c'est son projet de loi qui est actuellement débattu au Sénat, enfin, lui et le sénateur Blumenthal de côté des démocrates, et qui a quand même énormément de soutien. Donc, est-ce qu'il est en train de valider ? Il est en train de, en tout cas, accorder beaucoup plus de crédit aux Ukrainiens que fait le président américain. Et c'est quand même très important aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de voix en interne aujourd'hui qui sont en train de s'interroger sur le positionnement de Trump et son traitement de la Russie. Grégory. Oui, c'est très intéressant la position de Graham, d'abord parce qu'il est l'un des derniers républicains à être encore capable d'être bipartisan et avec un collègue démocrate de porter ses idées au Congrès, évidemment, et jusqu'à l'oreille de Trump. Certes, il est MAGA, mais il a aussi cette culture politique, alors qui nous paraît maintenant très ancienne, de l'époque Biden, où les sénateurs pouvaient travailler ensemble avec des projets. Mais en tout cas, il est capable de ça et d'aller tenter de convaincre Trump qu'il ne faut pas abandonner l'Ukraine en race campagne, etc. C'est une voix qui compte aux États-Unis. Quant à vous dire, est-ce qu'il valide l'hypothèse, le scénario d'une élimination de Poutine, ça c'est compliqué de vous le dire. Regardons ce que dit le numéro 2 des services secrets ukrainiens. Quand on lui demande quelle est la première cible sur votre liste, Poutine, qui coordonne et décide tout. Mais général, si on devait ne serait-ce qu'atteindre d'une manière ou d'une autre Poutine, ce serait l'équivalent du bouton nucléaire. Écoutez, depuis 3 ans, cette guerre, et même avant, parce qu'on dit toujours 3 ans, mais elle a commencé en 2014, il faut le rappeler, c'est la volonté de Poutine. Et depuis 3 ans, on s'aperçoit que rien n'a changé. Moi, je me souviens très bien des mots du président Macron lors de la dernière entrevue à Moscou. Lorsqu'il est sorti, on lui a posé la question, il a dit « ça n'est plus le même homme ». Il a changé et je ne comprends plus. Et c'est ce qu'on se dit tout le temps. Parce que vous savez, le pouvoir pourrit, mais le pouvoir absolu pourrit absolument. Et là, c'est la réalité des choses. Donc, j'ai envie de prendre les paroles de Saint Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Je veux dire, vous savez, quand il y avait eu l'affaire de Prigojine, tous les Occidentaux tremblaient comme ça en disant « Ah, mon Dieu, Poutine, qu'est-ce qui va se passer si Poutine s'en va ?» Mais on n'en est plus là. Aujourd'hui, on voit bien que de toute façon, cette guerre ne s'arrêtera pas si Poutine ne décide pas qu'elle s'arrête. Et pour qu'il décide qu'elle s'arrête, il faut un choc majeur. Alors, l'élimination physique, j'en sais rien, mais il faut un choc majeur qui puisse perturber complètement de son entourage, de je ne sais pas quoi, qui puisse le persuader et qui ne soit plus dans la sûreté qu'il a actuellement, que de toute façon, il va continuer la guerre parce qu'il n'a pas d'autre choix. Oui. S'il arrête la guerre, qu'est-ce qu'il fait des 600 000 soldats qui sont sur le front, qui gagnent 5 fois leur salaire? On les renvoie à la maison en gagnant plus d'argent? Vous allez voir ce qui va se passer. La dureté en Russie, il faut savoir ce que c'est. Les usines qui fabriquent, on les arrête. Il est dans une logique de course vers le vide. Vincent Crouzet, avant qu'on retrouve Sergueï Boutman. Bon, d'abord, je suis impressionné par Sergueï Boutman.
qui s'exprime depuis Moscou. Il prend des risques. Je suis impressionné, non, franchement, je suis impressionné par son courage. Avec Dominique, ça fait 2 ans qu'on plaide pour cette solution, parce que finalement, elle serait beaucoup moins coûteuse en hommes, évidemment. C'est le destin d'un homme qui entraîne 5000 pertes par semaine de chaque côté, il ne faut pas l'oublier. Et rester ainsi dans l'impunité, c'est une question immorale, évidemment. Les Ukrainiens ont les capacités techniques de le faire. Longtemps, ils ont été arrêtés vraisemblablement par les Occidentaux. Ils ont été dissuadés par les Occidentaux de le faire. Peut-être que depuis quelques jours, quelques heures, même ça a changé. Sergueï Boutman, qu'est-ce que ça changerait, la disparition de Poutine? A-t-on la garantie que la guerre s'arrêterait quand on voit, et on en a parlé hier soir sur LCI, que l'aile dure du Kremlin, du pays, pousse Poutine à continuer cette guerre sans merci? C'est Poutine qui est l'aile dure du Kremlin. Qui est-ce qui peut le pousser à faire quelque chose? Je ne sais pas si depuis cette dernière dizaine d'années, Poutine écoute quelqu'un qui lui dise quelque chose qui ne lui plaise pas, ou bien je doute qu'il fasse quelque chose qui soit proposé par quelqu'un de droite ou de gauche. Il est persuadé que cette opération militaire spéciale était une chose nécessaire, même obligatoire, pour beaucoup de raisons. Et maintenant, on est dans un tunnel. Et il n'y a pas on ne peut pas reculer de ce tunnel. Il y aura un massacre si on recule de ce tunnel. C'est lui qui le comprend aussi, avec comme a dit le collègue, c'était avec 600 000 hommes qui sont là et qui sont extrêmement bien payés pour être morts au fond. Et c'est une sorte d'impasse. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger. Donc, à la disparition telle ou autre de Poutine, ce sera un moment de réflexion, je pense. Merci beaucoup. Ce sera un moment de réflexion, un moment de trêve intérieure, à mon avis. Merci beaucoup, Sergueï Boutman, en direct de Russie, en direct de Moscou ce soir.